Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Évidemment, je compte toujours sur vous pour le succès de ce journal. Alors pensez à prendre une toute petite seconde pour cliquer sur le pouce en l'air, pour relayer le programme et puis évidemment, nous écrire dans les commentaires. Au programme de cette édition, Marine Le Pen contre-attaque. Le RN se mobilisera dimanche à Paris à l'occasion d'une manifestation. Par ailleurs, un procès avant l'automne 2026 redonne l'espoir au soutien de la candidate. Nous poursuivrons avec un point sur le conflit en Ukraine. Après une omniprésence du sujet dans les médias, les négociations de paix ont disparu et pour cause, elles semblent à l'arrêt. Et puis nous évoquerons la question des déserts médicaux en France. Une nouvelle réforme est débattue à l'Assemblée nationale, mais elle pose un diagnostic sans offrir de remède. La saga autour des condamnations du RN se poursuit. La Cour d'appel pourrait se prononcer avant l'automne 2026 et Marine Le Pen a engagé la contre-attaque. Le point d'Olivier Frère-Jacques. On sera là jusqu'au bout, on sera là jusqu'à la victoire. Déterminée, Marine Le Pen ne va pas jeter l'éponge. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée fait montre de détermination et son parti suite à l'unisson, relayant largement les messages de soutien, organisant par ailleurs une manifestation dimanche. En pleine contre-attaque, celle qui a été candidate à la présidentielle à 3 reprises a pu bénéficier d'une petite éclaircie judiciaire avec la Cour d'appel de Paris qui envisage un procès avec une décision à l'été 2026. Une annonce perçue comme une très bonne nouvelle par Marine Le Pen. Un nouveau procès qui ouvre la voie à divers scénarios qu'a pu expliquer la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina au micro de l'AFP. Le juge d'appel décide soit en tout cas d'annuler cette exécution provisoire ou d'estimer qu'elle mérite d'être suspendue, soit même peut-être de réduire la durée de l'inéligibilité en estimant que l'année par exemple purgée pourrait suffire. Un espoir mais rien d'assuré pour la candidate naturelle du RN pour 2027. Son parti a en tout cas décidé de se mobiliser en soutien à sa patronne avec une manifestation organisée dimanche. Une rupture avec plusieurs années durant lesquelles le parti a renoncé d'organiser de telles mobilisations de rue. Cela depuis le 1er mai 2015. La crainte de voir des journalistes extraire des déclarations peu flatteuses de ces militants a pu motiver cette démarche, ainsi que le risque de voir des éléments plus radicaux se joindre au cortège. Dimanche, un important dispositif policier devrait encadrer la manifestation, alors que les organisations d'extrême gauche antifascistes pourraient être tentées de venir mener des actions violentes, ragaillardies par la présence de certains des leurs dans l'hémicycle et d'une impunité judiciaire déconcertante. À gauche et au centre-gauche, le moment est au sketch de la victimisation. Le RN est ainsi accusé de rompre avec la dédiabolisation en s'en prenant à une décision de justice. Ce légalisme d'opportunité permet à la gauche socialo-écologiste de rejouer la carte de l'état de droit à moindre frais, profitant largement de la coloration rougeâtre de la magistrature en France. Une manière pour le PS et les écologistes, dont le score cumulé à la dernière présidentielle est inférieur à 7%, derrière Éric Zemmour, de se montrer dans les médias en dépit de leur faiblesse électorale quand ils ne parviennent pas à s'allier à Jean-Luc Mélenchon. La caste des juges, de son côté, joue également la carte de la victimisation. Les juges, qui relâchent sans gêne violeurs et clandestins criminels, s'en donnent à cœur joie, pleurnichant sur la séparation des pouvoirs et s'opposant toujours plus à la volonté populaire. Côté tribunaux toujours, Marine Le Pen a annoncé saisir la CEDH et le Conseil constitutionnel dans ce qui s'annonce être un véritable marathon judiciaire. Dans les autres partis, les réactions sont très diverses. Si le PS, les communistes et les écologistes jouent la carte légaliste à fond, les Insoumis et François Bayrou, eux, se montrent sceptiques sur l'inéligibilité sans épuisement de toutes les voies de recours. Philosophiquement, les Insoumis se placent systématiquement dans le camp de l'accusé, à qui ils reconnaissent le bénéfice du doute, quand François Bayrou a toujours dit son attachement au pluralisme et défend depuis des décennies une meilleure représentation des partis par exemple. Les Insoumis et François Bayrou ont par ailleurs eu maille à partir avec l'appareil judiciaire dans des affaires plus ou moins proches de celles qui touchent Marine Le Pen. Ils savent ainsi les limites de l'impartialité judiciaire dans le pays. Pour Marine Le Pen et le RN, cette affaire qui, semble-t-il, n'était pas vraiment envisagée, contrainte à une riposte qui devra être millimétrée pour ne pas gâcher les années de transformation et la progression du parti. Piégé par un excès de zèle en matière de légalisme, en défendant un peu naïvement l'intransigeance judiciaire en matière d'inéligibilité, le RN doit aujourd'hui composer avec un environnement institutionnel qu'il a courtisé, mais qui n'a pas et ne sera probablement jamais conquis en l'état. La paix
en suspens. Si les médias français ne parlent plus de la guerre en Ukraine depuis 2 jours et la condamnation de Marine Le Pen, les combats, eux, se poursuivent et le cessez-le-feu partiel a décidément du plomb dans l'aile. Le point sur les négociations, tout de suite. Vladimir Poutine, maître des horloges, alors que les déclarations en faveur d'une paix rapide se sont multipliées aux États-Unis depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, l'arrêt des combats peine à convaincre. C'est d'ailleurs pour cacher ces lenteurs objectives que la Maison-Blanche aiguille l'essentiel de sa communication sur l'offensive douanière du président américain. Une reprise de la guerre commerciale qui a déjà le mérite de faire taire les armes du front ukrainien dans les médias. Ainsi, la violation quasi quotidienne du cessez-le-feu partiel portant sur les infrastructures énergétiques n'aura pas tenu plus que quelques heures. L'accord, au vu du climat moins froid, visait en réalité à camoufler la triste absence d'un accord bien plus global, avançant sérieusement vers une paix négociée. En réalité, tout porte à croire que Donald Trump, fer de lance de la purge contre les néoconservateurs américains, a trop rapidement pensé pouvoir s'émanciper de leur bilan. En effet, la Russie n'oublie pas que les provocations otaniennes et les politiques de déstabilisation de régime, notamment par le biais d'officines telles que l'USAID, proviennent bien de l'oncle Sam. Et le simple retour de Donald Trump ne suffit pas à passer l'éponge pour Moscou. À plus forte raison que la guerre actuelle en Ukraine est à l'avantage des troupes russes, ce que Vladimir Poutine ne se gêne pas de rappeler. Что происходит сегодня, в принципе, тоже понятно. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать, я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Ainsi, si l'on peint souvent Donald Trump comme un homme d'affaires champion des négociations, on oublie que Vladimir Poutine s'inscrit dans le temps long. Une approche capitale pour comprendre le fonctionnement du président russe, bien différent des chefs d'État européens toujours entre 2 élections, ou d'un président américain soucieux d'avancer au plus vite pour le scrutin de mi-mandat. Dès lors, le poids des négociations est inégal. Celui qui est pressé accepte toujours davantage de compromis, et Vladimir Poutine l'a bien compris. C'est dans ce cadre qu'il s'est récemment prononcé en faveur d'une administration provisoire pour l'Ukraine afin de discuter de la paix. И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. Une demande formulée en raison du mandat expiré de Volodymyr Zelensky, qui exerce toujours grâce à la loi martiale, dont l'application a été récemment confirmée par la Rada, le Parlement ukrainien. La demande de Vladimir Poutine a visiblement eu le mérite de fâcher son homologue américain, prétendument très énervé par la déclaration. Mais la colère aura été de courte durée puisque les moyens de pression sont bien faibles pour Washington. Donald Trump a d'ailleurs rapidement viré de cap pour adresser finalement des reproches à Volodymyr Zelensky sur les accords pour les minerais ukrainiens. Ainsi, malgré les propos de Nicolas de Rivière, le nouvel ambassadeur de France en Russie, estimant que personne ne voulait la capitulation de l'Ukraine, tout porte à croire que c'est bien Kiev qui subira les négociations, et ce plus encore si Zelensky reste au pouvoir. Une situation que l'Europe et Emmanuel Macron ne pourront pas davantage changer malgré des incantations toujours plus irréelles. Parmi ces dernières, la constitution d'une force de réassurance, nouvelle formule pour dire troupes de maintien de la paix, au sein de la fameuse coalition des volontaires que l'on compte sur les doigts d'une main d'un lépreux. Ainsi, Paris et Londres espèrent exister grâce à une coalition jugée brumeuse par le très macroniste Média Challenge pour sortir, je cite, d'une minorité géopolitique, de l'aveu même d'Emmanuel Macron. Une situation marginale qu'il a pourtant lui-même installée durablement au mépris de nos intérêts, mais aussi des intérêts de la paix en Ukraine, décidément plus facile à invoquer qu'à réaliser. Les déserts médicaux encore sur les bancs du Palais Bourbon. Les propositions apportées par les nouvelles mesures semblent soit inutiles, soit négatives. Explication de Renaud de Bourleuf. Le serpent de mer des déserts médicaux revient à l'Assemblée nationale. Ce mercredi, une proposition de loi transpartisane a été débattue en séance plénière sur ce phénomène qui concerne plus de 10 millions de Français. Concrètement, dans les zones sous-dotées, on peut attendre 11 jours pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste, 3 mois pour un gynécologue et 6 mois pour un ophtalmologue. L'article 1 du texte a déjà suscité des discussions lors de l'examen en commission des affaires sociales. Il s'agit de conditionner l'installation à une autorisation d'installation des médecins délivrée par les agences régionales de santé, les ARS. Le texte distingue 2 cas de figure. Soit le professionnel se situe en zone sous-dotée en médecins et l'autorisation est délivrée de droit,
soit ils se trouvent dans une zone où l'offre de soins est au moins suffisante. Dans ce cas, l'autorisation est délivrée uniquement si l'installation fait suite à la cessation d'activité d'un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. Le député socialiste de Haute-Garonne, Joël Aviragnet, se dit convaincu que cette mesure va dans le bon sens. La régulation à l'installation rétablirait l'égal accès aux soins où que l'on habite en France. Il est toutefois peu probable que cela motive les étudiants en médecine à choisir d'être généralistes. C'est en ce sens que le docteur Bernard Cron, vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris, fustige une mesure hors sol. Vouloir flécher l'installation des médecins alors qu'on est en pénurie est une grave erreur, ça sera contre-productif, ça risque d'orienter les médecins vers d'autres spécialités que la médecine générale, surtout qu'avec l'internat qui a été prolongé d'1 an, ça fait 10 ans d'études pour être médecin généraliste, c'est un contresens absolu. Lors de l'examen en commission des affaires sociales, le député LR de Meurthe-et-Moselle, Thibault Bazin, est allé en ce sens. En particulier l'article 1, qui crée cette autorisation d'installation des médecins délivrée par les ARS. Or, les zonages posent question. D'ailleurs, il n'y en a pas pour les non-généralistes, rendant le dispositif inopérant. Mais surtout, combien d'internes, aujourd'hui en médecine générale, pourraient être désincités à faire le choix de l'installation et préférer le salariat ? Seulement 12% des étudiants en médecine choisissent aujourd'hui l'exercice libéral, spécialité comprise. L'immense majorité choisit l'exercice salarié dans des hôpitaux ou les centres de soins non programmés, une tendance en augmentation. D'autres n'exercent même plus. Cependant, vous le savez bien, un médecin salarié n'est pas médecin traitant et suit moins de patients en moyenne qu'un libéral. La mesure pourrait donc aggraver les déserts médicaux. L'article 1 a donc été supprimé en commission. Mais les co-auteurs de la proposition de loi n'ont pas dit leur dernier mot et cherchent à le réintroduire en séance plénière par amendement. 3 autres articles ont été validés en commission. D'abord, la proposition de ne plus faire payer plus cher les consultations chez un généraliste pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant a fait consensus. Le rétablissement de l'obligation de permanence des soins les soirs, week-ends et jours fériés a été facilement accepté aussi. Cette proposition est tout de même compliquée à mettre en œuvre en raison du manque d'effectifs. Mais c'est surtout l'article 3 sur la première année de médecine qui suscite des questions. L'idée est d'assurer une formation à minima de première année en études de médecine dans chaque département. La garantie de formation en première année de médecine permettrait d'ancrer territorialement les jeunes médecins, ce qui nous semble nécessaire pour les maintenir dans les territoires les moins bien dotés en médecins. Et enfin, le rétablissement de l'obligation de permanence des soins est une mesure évidente d'équité. L'idée n'est pas de garantir des praticiens dans chaque territoire, mais des étudiants de première année dans chaque département. Aucun intérêt, la formation. C'est le nombre d'étudiants en formation et la durée de la formation le problème, c'est pas de la régionaliser. Par contre, il y aurait peut-être une bonne solution, c'est au lieu de faire un internat national, c'est de faire un internat régional pour adapter un petit peu le nombre de postes à la désertification. C'est peut-être une bonne solution. C'était le cas à l'époque où il y avait un internat par concours, il y avait des internats régionaux. Le diagnostic des déserts médicaux a bien été posé par les députés, mais une fois de plus, cette énième réforme ne devrait apporter aucun remède. C'est de la poudre au jeu pour faire plaisir à un électorat, pour montrer que les élus essayent de faire quelque chose, mais les élus ne changeront pas le fait qu'on manque de médecins et qu'avec une sélection qui est faite non pas sur la compétence, mais sur le wokisme et des critères qui sont discutables, beaucoup de médecins ne veulent plus travailler comme leurs aînés 70 heures par semaine, ils choisissent le temps partiel ou le salariat. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de femmes très compétentes, mais qui ne veulent pas travailler plus de 45 heures par semaine. Donc il faut revoir tout le système. La solution, c'est de réformer les études de médecine en prenant en première année plus d'étudiants, compte tenu du fait qu'il y a 10 à 20% des étudiants qui abandonnent en cours de route. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est de faire une filière de médecine générale qui ne passe pas par l'internat, qui commence en 5e année de médecine et qui, avec 2 ans ou 3 ans de stage, permettrait de former les médecins en 8 ans au lieu de 10 ans, ce qui mettrait sur le marché 4000 médecins de plus chaque année. Toute contrainte sera contre-productive. Ça fait 30 ans qu'il y a des contraintes supplémentaires et 30 ans que le système se désertifie de plus en plus. Voilà mon opinion sur la solution. La solution, c'est la réforme des études de médecine. Le désastre de l'immigration illégale continue. Après avoir occupé la Gaîté Lyrique pendant des mois, des clandestins se sont installés sur les quais de Seine. Louis Torcy s'est rendu sur place quelques heures avant leur expulsion. Mardi, 250 clandestins ont été expulsés des quais de Seine à Paris. Installés à proximité de la prestigieuse île Saint-Louis, au cœur de la capitale, les clandestins occupaient les lieux depuis 15 jours et leur expulsion de la Gaîté Lyrique.
Ils avaient investi le théâtre pendant 3 mois sans réaction efficace des pouvoirs publics. Et pour cause, la préfecture de police et la mairie s'étaient livrées à un véritable bras de fer, notamment au sujet de la prétendue minorité des occupants, avant de finalement pouvoir prononcer l'expulsion. Pendant 2 semaines, 250 clandestins vivaient donc sous les ponts de l'île Saint-Louis avant que le préfet ne décide à nouveau de les en déloger pour des questions de salubrité publique et de sécurité, les quais étant parfois très étroits dans cette zone. De quoi faire fuir les associations immigrationnistes. La collective, y a pas, maintenant, on ne peut pas dire que ça n'existe plus, mais c'est dispersé, quoi. Tout le monde a peur. Il y a d'autres même qui sont sortis hors de Paris. Des clandestins parfaitement au fait du droit français et donc du caractère illégal de leur présence. Normalement, dans votre loi, vous-même, vous avez dit un mineur isolé ne doit pas dormir au dehors, dans votre loi. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est votre loi qui a dit ça, c'est pas moi. Après avoir rêvé l'Europe comme un Eldorado, ces clandestins semblent condamnés à errer avec pertes et fracas. Comme les précédentes, cette expulsion des Ketsen ne fera que déplacer le problème loin de ce quartier touristique et privilégié. De quoi pousser certains à vouloir tenter leur chance ailleurs en Europe. Moi, comme je regardais les films, les séries, les trucs là, je voyais les trucs, les films, les vidéos, je pensais que ouais, si moi aussi je rentre, je suis dans les ordres, je respecte les règles. Mon rêve, c'est de travailler en France ici, aider le pays à se développer de plus, participer à le développement de ce pays. Moi, j'aime la France, c'est pourquoi je suis venu ici, je comprends la langue. J'étais en Espagne, mais je ne comprenais pas la langue. Mais si vous n'êtes pas régularisé, qu'est-ce que vous faites? Si je ne suis pas régularisé, je vais essayer de quitter le pays, forcément. Là, je vais aller devant. Je ne sais pas où, quand même, je vais quitter le pays. Je vais aller dans d'autres pays, voir. Il y a la Belgique, l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a beaucoup de pays à côté ici, je vais aller voir. Et à présent, partons faire le tour de France en bref. Les désertions explosent dans l'armée de terre, plus 135% en 3 ans. Un rapport officiel pointe du doigt l'immaturité des engagés et des sanctions trop laxistes. Mais l'actualité pousserait à une autre lecture, en effet. Alors qu'Emmanuel Macron multiplie les déclarations belliqueuses en agitant les prétendues menaces russes, les vocations militaires sont échaudées. À l'heure où l'on évoque un déploiement de troupes au sol en Ukraine, les soldats pourraient bien sortir de leur réserve et voter avec leurs pieds et la poudre d'escampette. De quoi donner une idée des difficultés que rencontreront les fameux projets d'Europe de la défense. Le poisson d'avril s'appelle François Ruffin. Mardi soir en Seine-Saint-Denis, le député de la Somme a lancé sa campagne pour 2027, s'opposant en figure d'union de la gauche face à Jean-Luc Mélenchon, accusé de diviser. Devant un public jeune et des élus issus des rangs communistes, écologistes et socialistes, il a prôné une gauche rassemblée, critiquant les élites, le libéralisme et défendant des causes comme le port du voile. Avec son slogan « Notre France », il rejette la « Nouvelle France » de Jean-Luc Mélenchon, mais en propose une finalement pas très différente. Le député appelle à des états généraux cet été pour bâtir une équipe de France à gauche. Beaucoup de slogans donc, mais sans LFI, la gauche française est considérablement diminuée, sauf à se rapprocher de l'aile gauche du macronisme, ce qui constituerait un sacré grand écart pour Ruffin, qui se veut le pourfendeur des riches et des puissants. L'audiovisuel public, pomme de discorde sur les bancs du Palais Bourbon mardi. L'examen en commission de la réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale a été suspendu après une altercation verbale impliquant Rachida Dati. Le ministre de la Culture s'est heurté à une administrative qui avait jugé irrecevable un amendement déposé par le gouvernement. La présidente socialiste de la commission, Fatia Keloua-Hachi, a dénoncé une prise à partie du fonctionnaire, suspendant les débats face à ce qu'elle qualifie de comportement intolérable. L'entourage de Rachida Dati a minimisé cette anicroche, évoquant un échange vif et une décision politique de la gauche. La réforme visant à créer une holding France Média suscite grèves et oppositions à gauche de l'échiquier politique, où l'on craint de perdre progressivement un véritable bastion éditorial. Une ristourne fiscale pour le groupe Bolloré. Mardi, le ministre des Finances, Éric Lombard, a pu s'expliquer lors des questions au gouvernement sur la levée d'une amende de 320 millions d'euros dont a bénéficié le groupe Vivendi. Celui-ci avait fait l'objet d'un redressement fiscal d'une valeur de 2,4 milliards d'euros pour des erreurs délibérées dans ses comptes. Le ministre a expliqué qu'une commission indépendante avait d'abord suggéré que ni le redressement ni l'amende ne soient appliqués. Devant le Conseil d'État, l'administration aurait remporté la bataille pour procéder au redressement. Sans l'amende, donc.
on poursuit avec l'actualité internationale. Israël étend son offensive militaire à Gaza. Ce mercredi, Tel Aviv a affirmé vouloir écraser le Hamas et se saisir de larges zones pour établir des espaces de sécurité. Cette décision fait suite à la violation le 18 mars par Tsahal de la trêve avec le Hamas, avec la reprise de bombardements intensifs sur fond de désaccord sur la libération des otages. L'armée avait appelé les habitants de Rafah et Khan Younes à évacuer, présageant de nouveaux combats. Par ailleurs, un raid israélien près de Beyrouth a tué un responsable du Hezbollah, Hassan Dahir, suscitant les critiques du Liban. Enfin, Benjamin Netanyahou a suspendu la nomination d'un nouveau chef du Shin Bet, revenant sur une décision controversée. Haïti, véritable prison à ciel ouvert. Quelques heures après l'attaque d'un gang contre une prison, les autorités de l'île ont confessé mardi qu'une ville au nord de Port-au-Prince risquait tout simplement d'être hors de contrôle. En cause, plus de 500 détenus qui ont pu s'évader dans l'opération menée contre le commissariat et la prison de Mirbalais dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de 100 000 habitants ont déjà fui les lieux pour se réfugier dans des communes voisines. Les gangs ont conquis des bâtiments publics, notamment le lycée, et continuent d'affronter les forces de police dans une situation aussi confuse qu'inquiétante. Rencontre au sommet entre Trump et Milei. Le président argentin se rendait aux États-Unis ce mercredi afin de négocier un nouveau plan de financement avec le Fonds monétaire international, le FMI, dont le siège se trouve à Washington. Si aucune rencontre formelle n'est prévue, il devrait néanmoins passer du temps avec son homologue américain. Les deux chefs d'État sont attendus à Mar-a-Lago, la résidence secondaire de Trump, pour recevoir un prix célébrant leurs valeurs communes de liberté et de conservatisme. L'occasion pour eux de discuter des relations bilatérales entre leurs pays et, pour Milei, de faciliter peut-être sa requête auprès du Fonds monétaire international. L'administration Trump requiert la peine de mort contre Luigi Mangione. L'Américain de 26 ans est le principal suspect dans l'assassinat de Brian Thompson, directeur général de United Healthcare, en décembre dernier. Luigi Mangione avait maille à partir avec United Healthcare, l'assureur ayant refusé de rembourser ses frais liés à une importante intervention chirurgicale. Le meurtre de Brian Thompson semble motivé par des raisons politiques et une critique du système de santé américain, accusé de générer du profit sur le dos des patients. Sur les réseaux sociaux, Luigi Mangione bénéficie d'un immense soutien et une cagnotte destinée à couvrir ses frais de justice a déjà atteint $800 000. Luigi Mangione risque la prison à vie dans l'État de New York. Un autre procès l'oppose au gouvernement fédéral, dans lequel il encourt désormais la peine de mort. Le président Trump avait promis d'en intensifier l'usage lors de sa campagne. Et nous approchons déjà de la fin de cette édition. Ce soir, dès 20h, un nouveau numéro de Bistro Liberté sur la crise de la justice française. Éric Morillo reçoit le Jarl, agent de sécurité et influenceur, ainsi que Liselotte Dutreuil, journaliste sur Radio Courtoisie. Franchement, je trouve que c'est un scandale absolu. Quel que soit le niveau de culpabilité des gens du Rassemblement national, ils sont condamnés en raison de leurs idées ou des idées qu'ils ont eues par le passé. Et ils sont condamnés beaucoup plus durement que ne le fut le MoDem, par exemple, pour la même affaire des assistants parlementaires. Marine Le Pen ne peut pas être condamnée à l'inéligibilité de cette façon-là, alors qu'elle représente 13 millions d'électeurs. C'est aussi ces électeurs qui sont condamnés. Non, la justice, elle est politisée. Elle est politisée à la gueule, elle est au service du politique. La haute cour de justice de la République, c'est une blague, c'est des copains qui jugent des potes selon un livre de règles où personne ne peut perdre. Enfin, c'est grotesque. Des trucs comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, n'ont plus aucune crédibilité depuis le Covid. Rodéo urbain, multiplication des agressions partout en France, règlement de compte. Est-ce que la France est en train de perdre le contrôle, selon vous? Elle l'a déjà perdu. On a perdu le contrôle quand, à un moment donné, on a accepté qu'on jette des cailloux dans nos pompiers dans les quartiers. Mais non, mais moi je veux pas vivre en fait dans un pays où en fait quand je me balade, je sais qu'à chaque coin de rue, je vais être filmée, qu'on va voir ma trogne et qu'elle sera enregistrée dans des fichiers parce qu'en fait ils sont pas capables d'assurer ma sécurité autrement. Enfin, c'est un scandale en fait. Union Pirate, il y a un mois, ils sont passés, il y a des individus, une dizaine, ont foncé sur deux jeunes de l'Uni, donc le truc en face c'était Uni ou RN. Il faudrait revérifier, je sais plus trop à quel bord politique ils étaient, ces jeunes. Ils les ont lynchés. Alors heureusement qu'il y avait une caméra au-dessus avec un drone qui a permis de voir qui c'était, parce qu'ils sont très méthodiques et très organisés comme des méthodes de guerre. Également au programme de votre soirée passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit Pierre Ménard pour brosser le portrait des sulfureux frères Goncourt, écrivains français du 19e siècle. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain avec Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.